Bon alors, qu'est-ce qui se passe en France? On n'a plus peur de la cocaïne? Je vous demande ça parce qu'un rapport de l'Observatoire français des drogues a rapporté qu'1,1 million de Français ont déclaré avoir consommé de la cocaïne en 2023. C'est presque 2 fois plus qu'en 2017. C'est une évolution qui est assez stupéfiante, surtout quand on garde en tête qu'évidemment c'est une drogue illégale, très nocive et addictive. Alors est-ce que ça veut dire que notre rapport à la poudre blanche il a changé? Est-ce que la cocaïne c'est devenu banal? Pour répondre à toutes ces questions, aujourd'hui je vous propose de discuter avec 2 invités. Marie-Geoffrey Roustide, tu es sociologue, chargée de recherche à l'INSERM. Hello. Bonjour. Et à côté de toi, il y a Charles Delouche Bertolazzi, journaliste à Libé, et qui travaille régulièrement sur les politiques des drogues et tendances addictives. Ma première question vous concerne évidemment. Aujourd'hui, qui prend de la coke en France? C'est quoi le profil de quelqu'un qui prend de la coke en France? Le profil, il est relativement varié. C'est ce qu'a montré le rapport de l'OFDT, en fait. C'est que, déjà, on est chez c'est les jeunes de 15 et 34 ans que le phénomène, il a le plus augmenté. Mais après, sur le profil, le rapport relève qu'il y a les personnes qui travaillent dans des professions avec des cadences intensives ou des horaires qui se chevauchent, sont plus à même de prendre de la cocaïne qu'avant. On a remarqué aussi que, dans le secteur de la restauration, mais ça c'est pas forcément nouveau, mais il y a eu une enquête aussi qui a été faite autour de la Bretagne et des marins pêcheurs, donc c'est vrai que ça reflète quand même un profil d'une personne qui prend ce stupéfiant, de la cocaïne pour travailler, pour plus être fatigué. Il y a une espèce de roulement comme ça qui se fait autour de la consommation. C'est un petit peu sorti du domaine festif pour aller en fait dans de la consommation de tous les jours. Je vous fais une petite pause, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération, on en produit chaque semaine. Sachez que c'est une émission qui est tournée en direct, donc vous pouvez nous rejoindre sur Twitch les lundis et les mercredis midi pour participer à la discussion. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. C'est ça un petit peu la grande question que je me pose, et Marie, ce sera peut-être une question pour toi. Ça a changé? Comment est-ce que les gens prenaient de la coke avant? Comment est-ce qu'ils en prennent maintenant? Qu'est-ce qui a changé, Marie? Alors, ce qui a changé déjà, c'est l'ampleur du phénomène. Donc, on a des études maintenant depuis les années 90 qui montrent que la cocaïne, c'est le produit pour lequel on a la plus forte augmentation. Ça a été multiplié, la consommation, l'expérimentation et la consommation ont été multipliées par près de 10 ces 30 dernières années. Donc ça, c'est le premier élément. Et d'ailleurs, dans le rapport de l'Agence européenne des drogues, parce que ce phénomène ne concerne pas la France, il parle vraiment d'une explosion, d'une augmentation très importante de la cocaïne partout en Europe. Donc en fait, il n'y a pas que la France qui est concernée. Donc déjà, une augmentation très importante qui est liée au fait qu'il y a une production aussi de cocaïne dans les pays d'Amérique du Sud qui est de plus en plus importante. On pourra y revenir tout à l'heure. L'autre élément, c'est la baisse considérable du prix. Les prix, ils ont vraiment considérablement diminué. Quand on compare au prix dans les années 80, on est à une division du prix presque par 7. Et donc, en fait, le fait que le prix ait beaucoup diminué fait que ça donne lieu à une démocratisation, entre guillemets, du phénomène. Donc avant, comme le disait Charles, c'était plutôt un produit qui était consommé en milieu festif et en raison du prix aussi par des personnes issues de milieux sociaux plutôt insérés, le monde de la mode, le monde du cinéma, la communication, voilà, la télé. Aujourd'hui, comme le montre le rapport de l'OFDT, c'est vraiment toutes les classes sociales qui sont concernées en raison de cette baisse de prix. Et au-delà de la sociabilité, des espaces festifs, il y a vraiment un phénomène qui correspond aux injonctions de notre société actuelle. C'est-à-dire, c'est un stimulant. On est dans une société capitaliste qui attend de plus en plus de performances de la part des individus. Donc, de plus en plus de personnes qui prennent de la cocaïne pour tenir au travail. Un surcroît d'énergie, un besoin de moins être fatigué. Et ce que disait le rapport aussi, c'est que, contrairement aux années 2000, il n'y a plus aucun secteur d'activité qui se distingue par une proportion significativement inférieure à la moyenne. Donc, en fait, ça montre que toutes les classes de profession sont en fait touchées. Il n'y a plus quelque chose qui se dégage, comme par exemple avant c'était le secteur de la restauration ou comme disait Marie, le monde de la com et tout. Non, maintenant c'est vraiment diffus. Dans les facteurs qui ont changé dans la consommation de cocaïne, si on rentre un petit peu dans le détail, aujourd'hui vous nous parliez du fait qu'on est dans une société qui a besoin de stimulants, etc. Ça veut dire que ça c'était pas le cas avant?
C'était le cas avant, mais en fait, déjà, c'est lié à la question du prix aussi, et puis c'est lié aussi à la question de la diffusion du produit. Avant, il y a eu un basculement, je pense aussi, avec une accessibilité qui est beaucoup plus simple qu'avant. Maintenant, dans les petites villes, les moyennes villes, c'est plus compliqué de trouver des dealers qui vendent de la cocaïne, et l'accès est beaucoup plus simple. La question du prix aussi joue. Il y a 10 ans, on était sur des moyennes de 90 € le gramme, avec il fallait connaître quelqu'un qui en vendait. Maintenant, pratiquement tous les réseaux stupéfiants sont mis à faire de la cocaïne quand ils faisaient que du cannabis avant, et ils s'ouvrent à toutes les drogues de synthèse. Donc il y a une accessibilité qui a rendu en fait aussi une hausse de la consommation. Alors, Charles a raison, il y a la question de l'offre qui est très importante, c'est-à-dire une offre de plus en plus diversifiée. Une production, ça j'insiste beaucoup, aussi une production de plus en plus importante dans les pays d'Amérique du Sud, et dans le même temps, on a une baisse de l'accessibilité, de la disponibilité de l'héroïne. Parce que, en fait, avec l'arrivée des... l'héroïne a été pendant longtemps produite essentiellement en Afghanistan. Et avec l'arrivée des talibans au pouvoir, il y a eu une diminution de la production de l'héroïne. Et donc, en fait, ce qui est aussi une des raisons de l'augmentation de la production de cocaïne. Donc ça, c'est une première raison. Et sur la question de la société de la performance, la société de la performance, c'est les années 90, 2000. Donc en fait, ce phénomène d'augmentation de la cocaïne en continu, on l'observe vraiment depuis les années 2000. Mais là, la baisse du prix, ça joue un rôle extrêmement important. C'est-à-dire quand on voit un produit dont le prix a été divisé par 7, on comprend tout de suite qu'ensuite, il y a une démocratisation de ce produit. Et puis, il y a aussi une banalisation de l'image. Alors, les médias, alors j'espère que effectivement la discussion qu'on va avoir aujourd'hui permet d'alerter aussi sur les risques liés à la consommation de cocaïne. Mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, je dirais, on a beaucoup de unes des journaux qui se font sur la cocaïne déferle en France. Et en fait, dans l'esprit, dans les représentations, si tout le monde consomme de la cocaïne, et si on est sur ce discours de tout le monde consomme de la cocaïne, ça peut renvoyer à l'idée selon laquelle, en fait, c'est pas un produit si dangereux. Et puis le fait que ça a été consommé pendant longtemps par des personnes issues du monde de la mode, de la communication, du cinéma, ça donnait une image un peu glamour à cette substance. Contrairement à l'héroïne, par exemple, qui a une image beaucoup plus négative, alors que les risques liés à la consommation de cocaïne, ils sont importants. Oui. Alors, ça m'amène à une question qui est présente dans le chat et qui va me permettre de faire aussi un point sur la nocivité de la cocaïne, qui est comme une drogue très puissante et dont les risques sont très conséquents. C'est Maxi Chippy qui demande si les risques liés à cette consommation font moins peur qu'avant. Selon elle, ça participe à faire tomber cette barrière. Alors, ma question va donc se découper en deux temps. Est-ce qu'on peut rappeler la base de c'est quoi les risques de la consommation de la cocaïne? Et, pour répondre à Maxi Chippy, est-ce que consommer de la cocaïne, ces risques-là font moins peur? En tout cas, sur le risque, oui. Prendre de la cocaïne, ça semble être moins considéré comme grave ou nocif qu'avant. Et les derniers chiffres de la FDT le montrent, parce qu'il y a une part non négligeable des personnes interrogées qui pensent même que ça peut être un choix de vie. Alors que l'augmentation de la consommation de cocaïne, en fait, va de pair avec l'augmentation des admissions aux urgences pour usage problématique de cocaïne. On sait très bien ce que ça peut entraîner. Ça a été montré depuis des années. Les AVC, crise cardiaque, ne serait-ce que par exemple des problèmes de liaison, de cloison nasale, pardon, et puis quand on parle des publics qui consomment du crack, là, c'est aussi plus grave. C'est vrai que sur la question des risques, en fait, le problème, c'est que aujourd'hui en France, on vit dans un pays où la politique sur les drogues, c'est la prohibition. Et donc, en fait, le fait que les drogues soient illégales et que les consommateurs de drogue soient considérés comme des délinquants, ça empêche
de faire une politique de prévention efficace et de parler de manière ouverte à la fois des bénéfices et des risques de ces produits. Donc la cocaïne, c'est un médicament également. Donc en fait, ça a été utilisé comme un médicament. Donc ça pouvait avoir un certain nombre de bénéfices d'un point de vue stimulant. Mais en fait, on parle trop peu des risques liés à la consommation. Donc Charles en a rappelé certains. Donc il y a des risques qui sont des risques à court terme. Donc le fait de faire les problèmes cardiaques. Donc il y a des problèmes cardiovasculaires de manière plus générale qui sont liés à la cocaïne. Donc des problèmes somatiques avec des risques de décès. Et donc, comme tu le rappelais, Charles, il y a une augmentation très importante des admissions aux urgences en lien avec la cocaïne. Il y a aussi des effets psychiatriques. C'est-à-dire que la cocaïne, c'est un produit qui peut rendre parano. Et donc, en fait, ça peut donner lieu à des risques psychiatriques et puis donner lieu à des violences également quand les personnes, effectivement, s'imaginent que tout le monde leur en veut. Voilà. Et puis, pourquoi je parle de la question de la violence ? C'est qu'en fait, avec la cocaïne, comme avec les stimulants, il y a un sentiment de surpuissance. Et donc, on parle souvent des risques liés au crack, parce que en fait, le crack, c'est associé à des personnes qui vivent dans la rue, et donc il y a un lien avec la précarité. Mais cette question de la violence, elle est présente avec la cocaïne, elle est présente avec l'alcool aussi, dans certains usages. Donc, et c'est aussi des produits. On l'a vu récemment avec l'affaire Pierre Palmade, qui sont impliqués dans les accidents de la route. Alors, les risques liés à la cocaïne, ils sont importants, mais il ne faut pas oublier qu'on retrouve également des risques avec des produits qui sont légaux en France, comme l'alcool. Donc, par exemple, les accidents de la route, il y a beaucoup plus d'accidents de la route en lien avec l'alcool qu'avec la cocaïne. Mais en tout cas, c'est très important de pouvoir parler très clairement des risques liés à ces produits. Après, il y a un autre risque qui est très important, c'est la dépendance aussi. Voilà. C'est-à-dire, et ça, dans la question de l'image, je pense qu'un des éléments sur le problème de l'image de la cocaïne, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de dépendance à la cocaïne. C'était justement une question de quelques bugs dans le chat qui se demandaient si la cocaïne rend dépendant. Donc oui, tout à fait. Oui, il y a une dépendance. Alors, il y a une catégorisation qui a été faite des produits par un neurobiologiste dans les années 90 qui s'appelle le rapport Rock, qui montre les différents types de dépendance. Donc, la cocaïne est un produit, effectivement, qui peut donner lieu à des dépendances. Le tabac et l'alcool peuvent aussi donner lieu à des dépendances. Mais effectivement, la cocaïne, il peut y avoir des dépendances à la cocaïne. D'ailleurs, on voit actuellement dans les centres de soins et de réduction des risques une augmentation très importante des personnes qui viennent consulter pour de la cocaïne. Mais toutes les personnes qui consomment de la cocaïne ne vont pas être dépendantes. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le savoir avant de commencer à consommer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des risques à long terme, la dépendance, et des risques à court terme qui sont vraiment à prendre au sérieux, qu'on vient de rappeler avec Charles. La cocaïne en elle-même, elle a évolué. Il y a eu une différence entre celle qui arrive en France, je ne sais plus dans quelles années, quand elle arrive en France, en Europe, et celle qui existe aujourd'hui sur le territoire, et ses dérivés. Comment est-ce que la cocaïne, elle a évolué ? Mais c'est plus vraiment la même cocaïne. En fait, c'est aussi lié à l'explosion de la production dans les pays producteurs. La Colombie reste toujours en tête des pays producteurs, mais maintenant il y a la Bolivie, il y a l'Équateur qui ont suivi, et même les techniques d'exportation de la pâte base, en gros, ont vraiment changé. Ce qui fait que maintenant, en fait, on peut atteindre des taux de pureté qui n'ont rien à voir avec il y a 15-20 ans. On est sur une moyenne, selon les saisies faites en France, de 80% de pureté pour les grammes analysés, les échantillons. Donc c'est énorme en vrai. Et avec cette augmentation de la pureté va une augmentation des risques, parce que c'est pas la même chose que de prendre une cocaïne coupée à 50% au levamisole, qui est par exemple le produit de coupe le plus utilisé, à la base un médicament contre les vermicines, je crois, pour vermifuger les animaux, si je me trompe pas, et une cocaïne qui est pratiquement pure. Il y a même des échantillons qui ont été relevés à 100% de pureté. Donc, et ça va avec des nouvelles techniques d'exportation qui fait qu'on peut maintenant avoir des laboratoires en Europe qui travaillent directement la pâte base, alors qu'avant c'était très compliqué de l'exporter. Maintenant, on peut la fixer sur des plastiques,
Les méthodes des trafiquants ont vraiment complètement évolué, ce qui fait qu'ils peuvent assurer une cocaïne pure à 80% de moyenne et un prix qui stagne depuis 10 ans. Et est-ce qu'il y a des substituts, enfin pas des substituts, mais je veux dire des évolutions, des versions différentes de la cocaïne qui ont été créées? Déjà, la première chose qui est très importante à avoir en tête, c'est que les drogues qui sont consommées aujourd'hui, comme le disait Charles, ne sont pas les mêmes que celles des années 70, 80, 90. Donc, l'augmentation de la pureté pour la cocaïne, on l'observe aussi avec le cannabis. Oui. On a des cannabis qui sont de plus en plus élevés en teneur en THC. Pour le cannabis, c'est la même chose pour la cocaïne. Donc, ça veut dire plus de risques. Et donc, ça, c'est vraiment un élément important. Il y a des produits synthétiques aussi qui circulent. Un peu comme ce qu'on voit avec l'héroïne, avec la question du fentanyl et la crise des overdoses aux opiacés aux États-Unis, dans laquelle overdose opiacés, dans lesquelles parfois la cocaïne est impliquée. Parce qu'aux États-Unis, la cocaïne est parfois coupée avec du fentanyl. Donc, il peut y avoir également des overdoses qui sont liées à la cocaïne, avec puis des produits de coupe, comme tu viens de l'évoquer. Donc, ça peut être du fentanyl, ça peut être de la levamisole, ça peut être... La cocaïne en soi comporte des risques, mais les produits avec lesquels la cocaïne va être coupée pour la vendre, pour que les trafiquants se fassent plus de bénéfices, comportent aussi les risques. Et comme ces substances sont interdites en France, qu'il n'y a pas de circuit légal, et quand les consommateurs vont aller acheter de la cocaïne sur le marché noir, ils ne savent pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Donc oui, on a des produits synthétiques aujourd'hui qui augmentent les risques. Et puis, il y a la question du crack qu'évoquait Charles tout à l'heure. C'est-à-dire, le crack, en fait, c'est un mélange entre la cocaïne et du bicarbonate ou de la cocaïne et de l'ammoniac. Et donc, en fait, ça en fait un produit qui est beaucoup plus puissant, dont les effets sont beaucoup plus violents. Mais au départ, c'est la même substance. Et qu'on peut, je crois, consommer différemment. Ce qui joue aussi dans l'évolution de la perception de la cocaïne. Parce qu'en fait, ce n'est plus que juste un produit qu'on peut sniffer. C'est un produit qu'on peut consommer de plein de manières différentes. Et c'est le cas du crack, non ? Oui, le crack se fume essentiellement, mais la cocaïne, elle est essentiellement sniffée, mais on voit également des personnes qui injectent de la cocaïne pour avoir des effets plus puissants. Et alors là, ça renforce, il y a d'autres risques, la transmission de maladies infectieuses comme le VIH et l'hépatite C, des problèmes d'abcès au point d'injection, puis une dépendance qui va plus vite. Et puis, c'est des produits qui peuvent être fumés, et le crack se fume essentiellement. Non, et la voie fumée aussi, c'est 10 à 15 fois plus puissant en termes de dépendance. Alors, la voie fumée, selon les substances, fait que ça peut arriver effectivement plus rapidement au cerveau que la voie sniffée. Mais en tout cas, il y a une diversité des modes de consommation de ces substances. Mais aussi, pour revenir à l'apparition, tu parlais de différentes sortes de cocaïne, il y a aussi pas un amalgame, mais disons un petit peu ci qui est fait aussi avec cocaïne rose, 3-MMC, qui sont souvent présentés à tort comme des dérivés de la cocaïne, alors qu'en fait, très souvent, il n'y a aucune trace de cocaïne dans ces produits-là, qui sont des produits typiquement de synthèse. Contrairement à la cocaïne, on a quand même besoin de la plante de coca au début pour faire quoi que ce soit avec. 3-MMC, cocaïne rose ou 2CB, c'est censé pour la 3-MMC, c'est censé reproduire les effets de la plante de 4, mais il n'y a aucune présence de plante de 4 dedans. C'est purement une drogue de laboratoire. Et je pense que la diffusion de la cocaïne aussi ouvre la porte à la diffusion de ce genre de produits de synthèse qui sont prises par la même voie, c'est-à-dire la voie sniffée, qui ont à peu près la même apparence et qui sont encore moins chers que la cocaïne. Et ça me permet de revenir à la question de Guillaume tout à l'heure sur le Sniffy. Déjà, moi, je sais pas ce que c'est, le Sniffy, et est-ce que ça joue dans la banalisation de la coke ? Oui, le Sniffy, c'est apparu au printemps dernier, je crois. En France, c'est un produit qui est vendu dans les bureaux de tabac et qui est une poudre énergisante. Il y a 0 trace de cocaïne dedans, bien sûr, mais il y a de la taurine, en gros, en poudre, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver dans les boissons énergisantes. Et oui, ça participe forcément à une certaine démocratisation, banalisation de l'image. Oui, parce que c'est vendu dans une petite genre de pipette avec une cuillère
pour le consommer. Donc c'est vrai que, mais après le gouvernement a essayé de l'interdire et c'est très compliqué d'un point de vue justice européenne. Je vois une question, parce qu'apparemment, on n'a pas été clair là, enfin, si je peux me permettre, sur la question entre l'augmentation de la teneur en THC, le fait d'avoir un produit plus pur et donc moins coupé, qui peuvent être encore plus dangereux. Alors, plus pur, ça ne veut pas dire moins coupé. Donc, en fait, c'est le taux de pureté dans le produit. Les produits sont tout le temps coupés. Mais en fait, quand un produit est très pur, ça veut dire que le principe actif qui comprend des risques également, est plus important. Donc, un produit, par exemple, un cannabis qui est très fort en THC, va donner lieu, par exemple, à des risques liés à des troubles psychiatriques beaucoup plus importants, parce que c'est le principe actif qui donne lieu à des risques, et il peut par ailleurs être coupé. Et quand la cocaïne est très... quand il y a une teneur importante de cocaïne à l'intérieur du produit, ça veut dire que les risques liés à la cocaïne vont être plus importants. C'est comme l'alcool, en fait. Quand vous buvez de l'alcool qui est très dosé, vous allez avoir un risque d'avoir un accident de voiture de manière plus importante, parce que votre taux d'alcoolémie va être plus important. Mais par ailleurs, même quand les produits, quand la pureté augmente, les produits peuvent être coupés. Donc, c'est pas du tout antinomique. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière sur la question du crack, parce que c'est un sujet que tu as beaucoup étudié, Marie. Concrètement, le crack, quel impact il a à la fois sur la santé des gens qui le consomment, sur la santé, un phénomène de santé publique, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la consommation du crack ? Alors, en fait, la cocaïne, déjà, est beaucoup plus diffusée que le crack. Le nombre d'usagers de crack, on estime que c'est à peu près aux alentours de 50 000 personnes. Et la majorité... Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup plus de consommateurs de cocaïne que de crack. Les risques liés au crack, c'est quasiment les mêmes que ceux de la cocaïne, puisque c'est le même produit au départ. Donc, risque d'arrêt cardiaque, risque cardiovasculaire, des problèmes également de paranoïa, problèmes de survenue de troubles ou accentuation de troubles psychiatriques. Mais le problème supplémentaire qu'on a avec le crack, c'est que le nombre de prises est beaucoup plus important. Comme c'est pris par voie fumée, ça entraîne en plus des troubles pulmonaires. Donc, les consommateurs de crack, ils ont des gros problèmes aux poumons, généralement. L'autre élément, c'est qu'en fait, comme je le disais, comme le crack, en fait, il y a un effet dépendance très, très fort. Et donc, les personnes vont pouvoir être amenées à consommer plusieurs fois dans une heure, dans une même heure, voilà, une consommation très compulsive qu'on peut observer, parfois aussi dans certains usages de cocaïne. La dépendance va arriver beaucoup plus vite. Et en fait, il y a un risque qu'on a oublié d'évoquer, c'est-à-dire que là, on a parlé des risques sanitaires, mais avec la cocaïne et encore plus avec le crack, vous avez des risques aussi de désocialisation. C'est-à-dire que c'est des produits, même si le prix a baissé, quand vous consommez plusieurs fois par jour, ça coûte cher. Bien sûr. Et donc, et puis surtout, quand votre vie commence à s'organiser, surtout autour de la recherche du produit, de la consommation du produit, il y a un désinvestissement qui peut arriver dans le travail, dans les relations amicales, voilà. Et on voit, moi je le vois dans mes travaux de recherche, des personnes qui, après avoir été dépendantes à ces produits, se retrouvent à être aussi dans des situations de désinsertion sociale. Donc ça, c'est un risque également important. Si je peux me permettre, j'avais connexion avec la réalité. Complètement. Moi, j'avais rencontré des usagers de crack qui m'avaient dit que c'était une bêtise d'appeler le crack la drogue du pauvre, parce qu'en fait, c'est une drogue qui coûte très cher, parce que on a besoin quand on est dépendant au crack, on a besoin d'en consommer beaucoup. Et le prix d'une galette de crack qui coûte 15 €, on se dit que c'est rien comparé aux 60 € du gramme de cocaïne, mais les prises et la régularité des prises ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce que aujourd'hui la coke se consomme
dans différents endroits. De ce que j'ai compris, quand elle est arrivée, c'était plutôt parisien, etc. Maintenant, elle se diffuse partout. Il y a de la coke partout en France. Oui, elle est sortie des grandes villes depuis un moment et en fait maintenant dans les petites et moyennes villes, il y a de la cocaïne. Les derniers rapports de l'État ont montré, en tout cas, la diffusion des modèles des points de deal. Je crois qu'il y en a 8000 compliqués, je crois, qui ont été répertoriés. Et pour les consommateurs, la mutation du deal liée aux réseaux sociaux, aux messageries chiffrées, aux répertoires qui se revendent entre dealers, fait qu'en fait c'est beaucoup plus simple de vendre des stupéfiants ou d'en acheter dans n'importe quelle petite ville, quoi. Tandis qu'avant, il fallait connaître quelqu'un ou alors la logique du four, du point de deal dans un quartier, on tend de plus en plus à s'en éloigner. Oui, ça c'est très, très important ce que vient de dire Charles. On parle d'ubérisation du trafic aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, il fallait aller sur les points de deal ou connaître quelqu'un pour s'acheter du produit. Maintenant, le produit vient à vous. Donc, partez. Enfin, voilà, on passe un coup de fil. Alors, le Covid a joué aussi pour beaucoup parce que les dealers se sont adaptés et ont dû continuer à travailler pendant cette période-là. Et ils ont appris pendant le Covid. Donc, en fait, comme on a eu une ubérisation de la nourriture, des repas, etc., les trafiquants, enfin, les dealers se sont adaptés. Donc, en fait, les produits sont plus produits, enfin, il y a une production plus importante, une accessibilité plus importante. Alors, la cocaïne, effectivement, Charles vient de le dire, se diffuse dans toutes les villes. Et nous, on vient de terminer une enquête qui s'appelle l'enquête Coquelicot, qu'on fait depuis la fin des années 90, début des années 2000. Et donc, le crack, par exemple, jusqu'en 2010, était essentiellement sur Paris. Et là, dans la dernière enquête dont on vient d'analyser les données, on a fait l'enquête dans 27 villes et on voit en fait qu'il y a du crack dans toute la France aujourd'hui. Donc, c'est aussi un phénomène nouveau. Crack et cocaïne qui se diffusent de plus en plus dans les villes et dans les zones semi-rurales également. Oui, tout à fait. Je voudrais qu'on évoque un tout petit peu une question de trafic qui est liée à la banalisation de la cocaïne. Est-ce que, on en a parlé un petit peu au début, mais dans quelle mesure le trafic a-t-il évolué et dans quelle mesure ça a eu un impact sur le fait que la cocaïne se retrouve partout facilement, moins cher? En fait, on n'a jamais autant produit dans le pays producteur. C'est-à-dire qu'en termes de tonnes de production, on est sur des milliers de tonnes de production. Il n'y a jamais eu autant de cocaïne dans les pays producteurs. Il n'y en a jamais eu autant en Europe. Et l'Europe est en train de devenir un marché très très important de la cocaïne. Il y a une diffusion une diversification des routes du trafic par voie maritime, par GoFast de l'Espagne. Il y a le fret postal aussi qui n'est pas négligé avec l'accès facilité, l'accès qui est rendu très simple maintenant sur Internet et plus forcément sur le darknet. L'ubérisation avec la livraison à domicile qui fait qu'on n'a plus forcément besoin d'être en rapport avec le dealer, finalement, juste un livreur. Tout ça, en fait, ça a participé à l'essor de la consommation de cocaïne. Et le trafic a évolué aussi en adoptant les méthodes marketing, c'est-à-dire que via les réseaux sociaux, on fidélise le client, on propose des promotions, des packs, on propose même aux usagers de découvrir des nouvelles drogues gratuitement, comme par exemple la 3-MMC lorsqu'elle est arrivée en France, elle était souvent proposée gratuitement par les revendeurs dans l'optique de faire découvrir un nouveau produit et de toucher un nouveau public. On est dans une société capitaliste, donc les dealers s'adaptent, et voilà, ils ont les mêmes stratégies que d'autres commerçants, même si c'est un produit effectivement illégal dans ce cadre-là. Le directeur de l'Agence européenne des drogues, dans le dernier rapport là, qui vient d'être publié sur l'état des drogues en Europe, dit les drogues aujourd'hui, c'est toutes les drogues, donc une grande diversité des drogues, et donc avec en particulier une diversité des formes de la cocaïne, tout le monde et partout.
Donc en fait, c'est vraiment le titre du rapport. Totale, ouais. Donc une globalisation, diversification des profils de personnes qui consomment. Par contre, il y a un élément important qu'on n'a pas encore évoqué, si je peux me permettre, c'est la question, par contre, des profils en termes d'âge. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser parfois dans certains médias, alors pas Libération qui donne des informations très sérieuses, mais dans certains médias, on a tendance à dire oui, on est dans une société permissive, les jeunes consomment de plus en plus tôt. Mais ça, par contre, c'est faux. Les données de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives montrent que on a une part de plus en plus importante de jeunes qui ne consomment plus du tout de substances. Soit pour des raisons de santé, parce qu'ils font plus de sport, qu'ils ont des messages sur de prévention sur comment être en bonne santé, soit pour des raisons religieuses, et soit aussi pour des raisons parce que ils n'ont pas envie de consommer de produits et qui considèrent qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, on a une part de plus en plus importante de jeunes qui ne consomment plus de drogue. Et surtout, on voit un vieillissement à la première consommation. Ah ouais. Donc, en fait, ça, on le voit pour le cannabis en particulier, où la consommation de cannabis, elle a baissé chez les plus jeunes. Dans les enquêtes qui sont faites chez les jeunes de 17 ans, on voit ces dernières années une baisse importante de la consommation de cannabis et de toutes les substances. Et donc, cette consommation de cocaïne, on l'observe chez les gens, chez les trentenaires et de cannabis aussi. Chez les jeunes adultes. Ouais. Voilà, chez les jeunes adultes, mais beaucoup moins chez les adolescents. C'est paradoxal parce que je croyais que dans le rapport, la tranche d'âge où la consommation de cocaïne a le plus augmenté, c'était 17-30 ans, non ? Alors, sauf, en tout cas, à 17 ans, on voit que les consommations de drogue, elles baissent. À l'exception de la cigarette électronique. Mais il y a une diminution de la consommation à 17 ans pour l'ensemble des produits. Il y a aussi une diminution de l'âge de l'âge à la première consommation en expérimentation. Ouais. Mais là, quand on dit jeune, on parle d'adolescents, 15, 16, 17 ans. Et c'est là où ça diminue. Après, effectivement... En revanche, après, ça augmente. Après, ça augmente chez les vingtenaires et chez les trentenaires. Il y a plusieurs questionnements qui ressortent dans le chat, et notamment celui qui représente ce questionnement, c'est Guillaume qui nous demande alors, pourquoi ne pas juste la légaliser, cette drogue ? C'est une bonne question. Vas-y Marie, réponds pour l'instant. Alors, sur cette question-là, sur la légalisation, il y a deux choses à distinguer. Il y a la dépénalisation de l'usage. Comme au Portugal. Voilà, comme au Portugal, je vais y revenir. Et il y a la légalisation. Donc, en fait, moi, en tant que chercheur, en tout cas, quand je regarde les études disponibles, on a des études disponibles sur la légalisation du cannabis et on a des études disponibles aussi sur la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues, dont la cocaïne, mais on n'a pas de pays à ce jour qui ont légalisé la cocaïne. Donc moi, pour me faire un avis sur les politiques publiques, j'ai besoin d'avoir des données. Je suis une chercheuse scientifique, donc ce dont je peux parler, par contre, c'est la dépénalisation de l'usage. Et ça me semble être quelque chose de très important. Aujourd'hui, en France, l'usage des drogues est illégal. Ça veut dire qu'un consommateur risque 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Pour moi, ça n'a pas de sens, parce que les consommateurs qui ont des problèmes avec les drogues, ils doivent bénéficier de soins et ne pas aller en prison ou avoir des amendes. Ça, on sait que ça ne sert à rien. Et au contraire, que ça peut éloigner les personnes qui en auraient besoin des soins, parce que quand un usage est illégal, vous allez plus facilement cacher votre consommation, ne pas en parler à vos proches. Et si vous avez besoin d'avoir accès aux soins, parce que vous êtes dépendant de la substance, vous allez avoir une perte de chance. Donc la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues, ça a été fait au Portugal depuis 2001. Donc on a un bon recul. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le niveau de consommation de drogue au Portugal est beaucoup plus bas qu'en France. Donc en fait, au Portugal, quand vous avez des produits sur vous,
on vous propose de passer devant ce qu'on appelle une commission de dissuasion de la toxicomanie. C'est le terme qui est utilisé. Et vous avez face à vous un juge, un travailleur social, un médecin. Et donc, en fait, ça veut dire que si vous avez besoin de voir un médecin ou si vous avez des problèmes liés à votre consommation, on va vous orienter vers le bon professionnel. Le problème en France, c'est qu'aujourd'hui, avec l'amende forfaitaire qui a été mise en place, si vous êtes arrêté parce que vous avez de la cocaïne ou du cannabis sur vous, c'est un policier qui va vous mettre une amende. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas ce passage vers le soin. Alors que c'est beaucoup plus utile pour une personne qui est en difficulté avec la cocaïne d'aller voir un médecin que d'avoir un policier qui va lui mettre une amende. Donc moi, je pense, en tant que chercheur, que c'est vraiment important de dépénaliser l'usage pour faciliter l'accès aux soins. Après, la légalisation, de la cocaïne en l'occurrence, j'ai pas de recul là-dessus. Ah ouais. La maire d'Amsterdam a demandé la légalisation du cannabis, de la cocaïne et de l'ecstasy. Mais pour le moment, on n'a pas de recul sur cette question. Ça permettrait simplement d'avoir un contrôle du produit et certainement une baisse du trafic. Mais voilà, ça se réfléchit et il faudrait avoir un peu de recul. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles. Mais sur le Portugal, je voyais, parce qu'il y a une question là, sur le... Le Kakebuck. En fait, c'est Kakebuck qui se demandait. Marie, tu disais que le taux de consommation de cocaïne au Portugal est moins élevé qu'en France. Alors, le taux de consommation de drogue, de manière générale, est moins élevé qu'en France, au Portugal. Ouais. Et par ailleurs, le Portugal est un des pays d'Europe qui a le meilleur accès aux soins pour les personnes usagères de drogue. Et donc, Kakebuck se demandait est-ce qu'il n'était pas déjà plus bas de base. Il était plus bas de base. Mais ils avaient des gros problèmes d'héroïne. Mais ils avaient des problèmes d'héroïne. Ouais. En fait, le Portugal, ils ont choisi de dépénaliser parce qu'ils avaient énormément de morts liées à l'héroïne. Ouais. Et ils se sont rendus compte que leur politique prohibitive, elle portait pas ses fruits. Donc, ils ont dépénalisé l'usage. Ils avaient des taux bas de consommation d'autres substances et en particulier du cannabis. Et quand ils ont dépénalisé, la crainte de certains politiques, c'était de dire ça va faire augmenter l'usage. Et ça n'a pas eu cet effet-là. Donc en fait, aujourd'hui, quand on regarde la France qui prohibe, et qui met en place une politique de prohibition, et quand on regarde le Portugal qui a dépénalisé l'usage, il y a plus de consommation en France qu'au Portugal. Voilà, donc ça montre que dépénaliser ne fait pas exploser, augmenter l'usage. C'est ça, et surtout améliore l'accès aux soins et fait faire des économies. Oui. Parce qu'en fait, tout l'argent qui est mis dans la répression, et ensuite, et qui porte pas ses fruits, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de consommateurs en France, au Portugal, c'est réinvesti dans le soin. Tout ça me pose une dernière question. C'est la prise en charge des personnes qui sont addictes à la coke et au crack. On a cet exemple du Portugal que vous nous avez tous les deux précisé. En France, aujourd'hui, comment on prend en charge les personnes addictes ? Comment on pourrait faire mieux ? Mais déjà, il faut préciser quelque chose, c'est que crack et cocaïne, à différence de l'héroïne, on n'a pas de traitement de substitution. Donc la prise en charge pour les personnes qui ont des usages problématiques et qui sont dépendants est moins variée que pour les personnes dépendantes à l'héroïne. Et après, c'est plus un chemin vers le sevrage, vers l'abstinence, je crois, qui se met en place. Mais il n'y a pas cette béquille du traitement de substitution qui est quand même très importante pour les autres stupéfiants. Alors, on travaille là-dessus avec des équipes de recherche en France. Là, on a un projet sur la mise en place de traitement de substitution pour la cocaïne, mais effectivement, pour le moment, il y en a pas qui ont fait la preuve de leur efficacité, comme la méthadone ou la buprenorphine pour l'héroïne. Par contre, il y a quand même des prises en charge donc qui se font. Donc déjà, il y a des politiques de réduction des risques. Donc, c'est-à-dire pouvoir accueillir les gens qui consomment dans des lieux, les consommateurs de crack, par exemple, pour qu'ils puissent se reposer la journée, qu'ils soient pas tout le temps dans la rue. Des politiques aussi d'accès à l'hébergement pour les consommateurs de crack, ça c'est aussi très important. Et puis, plein de prises en charge psychosociales avec des thérapies comportementales pour apprendre
faire en sorte qu'on soit moins dépendant du produit, parce qu'après, quand on est dépendant, par exemple, de la cocaïne ou d'autres produits, il y a des habitudes qui se créent, et donc les thérapies comportementales permettent de progressivement s'éloigner. Il y a les communautés thérapeutiques. Les communautés thérapeutiques, parce qu'en fait, ce qui est compliqué aussi, quand les personnes arrêtent de consommer de la cocaïne, c'est que elles sont dans un réseau où elles ont l'habitude d'être avec d'autres consommateurs. Quand elles arrêtent, il faut qu'elles prennent le temps de reconstruire leur vie, leur réseau de sociabilité. Il y a les programmes narcotiques anonymes aussi, qui peuvent être des aides supplémentaires. Mais ce qui marche et ce qui est vraiment important, c'est de partir du besoin de la personne. C'est-à-dire de ne pas imposer le sevrage, mais de voir ce dont la personne a besoin. Est-ce que c'est une aide psychosociale? Est-ce que c'est l'accès au logement, une réorientation professionnelle? Travailler aussi sur pourquoi la personne consomme, le contexte de vie dans lequel elle consomme. Donc, c'est vraiment les prises en charge pluridisciplinaires qui marchent. Et sur ce sujet-là, il y a un très bon livre là, qui est sorti aux éditions Goutte d'Or de Johan Zarka, qui s'appelle Clean, et qui raconte le parcours de 5 personnes vers l'abstinence. Et donc, il évoque les narcotiques anonymes, l'accompagnement par les éducateurs spécialisés, ou les professionnels de santé, les professionnels de l'addiction, les patients experts aussi, c'est-à-dire des personnes qui étaient dépendantes, qui sont sorties de leur dépendance et qui donnent en quelque sorte les clés pour pouvoir aller vers ce chemin-là. Il y a aussi l'importance des communautés thérapeutiques en dehors de Paris, par exemple, où on propose aux personnes, aux usagers problématiques, de se mettre au vert, en fait, tout simplement, et de sortir, en fait, de leur habitude qui était liée, en fait, à la consommation de drogue. Oui, il faut agir sur les raisons, sur le contexte de vie, et surtout ne pas stigmatiser les consommateurs pour qu'ils puissent avoir accès aux soins. Et la parole est très importante, du coup. Libérer la parole, oui. Ouais. Donc, si je comprends bien, moins de répression, plus d'accompagnement, c'est ça? Tout à fait. Moins de répression, plus d'accompagnement, plus d'entraide, plus de soutien, plus de soins. Ouais, en tout cas, moins de répression envers les consommateurs, parce que c'est vrai que l'expérience du Portugal l'a montré, et ça pourrait permettre d'avoir un meilleur accès aux soins et une meilleure prévention. Là, on a parlé des consommateurs. Comment faire pour aider les consommateurs, mais si on veut diminuer la consommation de drogue en France, il faut travailler sur ce qu'on appelle les environnements de vie favorables, améliorer la prise en charge des enfants qui sont par exemple victimes de violences, parce qu'on voit chez les consommateurs dépendants beaucoup de personnes qui ont été victimes de violences par exemple dans leur enfance, donc améliorer les programmes de prévention des violences, développer les programmes de compétences psychosociales pour que les jeunes se sentent bien et n'aient pas besoin de consommer des substances psychoactives. Et donc, en fait, ces éléments sur travailler sur les environnements et pas toujours faire reposer la responsabilité sur le consommateur, mais faire en sorte que les personnes vivent dans des environnements de vie qui leur permettent de se sentir bien. Ça, c'est vraiment un des éléments phares de la prévention. Et puis, juste, si je peux me permettre, sur l'école aussi, c'est important, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup c'est très important de passer par l'éducation, mais il y a une manière de le faire, c'est-à-dire que le format du policier qui vient parler en classe, qui ne fonctionne pas, qui montre son arme et qui montre le bout de shit, l'échantillon de cocaïne, ne fonctionne pas, et on a des retours de collégiens ou de lycéens qui nous disent que ce qui fonctionne le plus, c'est par exemple un professionnel de santé ou un addictologue ou quelqu'un qui travaille dans un XAPA ou un CARUD, c'est-à-dire les centres spécialisés dans l'accueil des usagers de drogue, qui vient raconter en fait son expérience, et que là la transmission est bien plus effective. Et des personnes concernées qui ont vécu la dépendance et qui ont réussi à aller vers des trajectoires de rétablissement. Sortir de la répression pour aller vers la prévention. Ça joue beaucoup. Merci pour tous vos éclairages.